Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons ensemble la glande thyroïde. Donc on va voir un petit peu l'anatomie, un mot sur l'histologie et puis on va commencer la physiologie de la glande thyroïde. Yani كيفاش les hormones thyroïdiennes sont métabolisées et quels sont leurs effets, les effets des hormones thyroïdiennes. Alors moi j'ai essayé de simplifier le plus possible ce cours. Je vais vous des choses, des détails que vous allez trouver sur votre cours. Donc là c'est vraiment l'essentiel pour faire le cours. Donc on commence par l'anatomie. J'ai pas mis les détails encore une fois. C'est vraiment des notions qui vous permettent juste de bien comprendre le cours. Mais revoyez les diapos de vos profs. Donc la thyroïde est la plus volumineuse des glandes endocrines. La thyroïde, c'est une glande qui est impaire, qui est une wahda, je ne sais pas un nombre pair, et elle est médiane. Médiane, donc on va voir tout à l'heure qu'elle est au niveau du cou, elle est vraiment au milieu. La glande thyroïde produit les hormones T3 et T4, donc les hormones thyroïdiennes, qui, on va le voir, ont des effets sur plusieurs tissus cibles. Et la calcitonin داخله في tout ce qui est l'homéostasie, l'équilibre, le métabolisme calcique, le calcium. Localisation et rapport. La glande thyroïde est la partie antéro-latérale du cou et plus précisément la région infra-hyoïdienne. C'est quoi la région infra-hyoïdienne? C'est la région qui se trouve sous l'os hyoïde. Donc, l'os hyoïde, maintenant on sous hyoïdienne parce que il y a sous l'os hyoïde, tout simplement. Alors, la thyroïde, il y a en avant de la trachée, bien sûr à la face antérieure du cou, au niveau des 3 premiers anneaux trachéaux. Et elle est bien superficielle, la trachée, c'est rare pour des glandes endocrines qu'on puisse les palper, mais la trachée elle est superficielle, la glande thyroïde elle est superficielle, on peut facilement la palper et on dit aussi qu'elle est en avant du larynx, le larynx, ou plus précisément la partie inférieure de le larynx. L'autre image c'est plus clair. Donc là elle est que la glande thyroïde, on voit ici la partie inférieure du larynx, donc on peut dire qu'elle se trouve en avant du larynx. Et bien sûr, les premiers anneaux, on va dire les 3 premiers anneaux, t'as la trachée. Voilà pour sa position. Oui, il y a déjà en arrière, mange les plans musculo-aponévrotiques de la région infra-hyoïdienne, ou là les muscles infra-hyoïdiens. Parmi les muscles infra-hyoïdiens, on cite le sternothyroïdien et le sterno-hyoïdien. Donc, le sternothyroïdien et le sterno-hyoïdien. Voilà, c'est par rapport, encore une fois, à l'os hyoïde. Donc, déjà, les deux muscles. Nous allons une coupe transversale du cou. Voilà que fait la loge thyroïdienne. Donc vraiment en avant du cou, on le voit bien ici. Voilà, on le voit bien ici. Hadia c'est la trachée. Ou hada c'est l'œsophage. Ici vous allez voir هنايا هاد la vertèbre تقدر تكون من C5 حتى T1 parce qu'elle s'étend justement la thyroïde de C5 يقابلوها C5 حتى T1. Donc على حسب بندير la coupe تاعي transversale. Voilà, là c'est les vertèbres. Bon, on va voir tout à l'heure d'autres rapports تاعها. Là on voit bien les muscles infra-hyoïdiens. Et là, on va voir le paquet vasculo-nerveux. Il coule latéralement à la thyroïde. Le paquet vasculo-nerveux. Donc voilà, c'est juste là pour vous montrer que c'est en avant de la trachée et du larynx. Toujours localisation et rapport. La face postérolatérale et latéralement.
répond au paquet vasculo-nerveux. Donc là, vous le voyez très bien, la face postéro-latérale. C'est tout ce qui est antérieur. Là, c'est tout ce qui est postérieur. Ce qu'on voit ici, c'est le paquet vasculo-nerveux, les nodules. Ici. Bien sûr, les ganglions lymphatiques. Alors, la face postérolatéral, donc comme je disais, répond au paquet vasculo-nerveux du cou, contenu dans la gaine vasculaire du cou. Et on va voir ici la carotide primitive. Ce qui est en rouge ici, c'est la carotide primitive. La veine jugulaire interne en bleu et en jaune, ça représente le nerf vague. Le nerf vague. Ce que vous voyez ici en violet, c'est les nœuds lymphatiques de la chaîne jugulo-carotidienne. Les nœuds lymphatiques de la chaîne jugulo-carotidienne, c'est les rapports postéro-latéraux. Voilà, mais le plus important à savoir, c'est de dire tout simplement qu'elle se trouve en avant de la trachée et du larynx et qu'elle se trouve aussi en arrière des muscles sternothyroïdiens et sterno-hyoïdiens. Latéralement, le paquet, surtout en postéro-latéral, le paquet vasculo-nerveux. Concernant la forme, donc la thyroïde revêt grossièrement la forme d'un H parce qu'elle a deux lobes latéraux et qui sont unis par ce qu'on appelle l'isthme thyroïdien. L'isthme émet parfois un prolongement verticalement ascendant et se nommera la pyramide de la Louette. Donc ici c'est très bien clair. Maintenant se roule en forme de H. Donc là c'est les lobes ici et là les lobes sont unis par l'isthme et donc ça a une forme de H. Voilà. Ouhada bien sûr c'est l'isthme et on avait dit que parfois il se prolonge par la pyramide de la Louette. Voilà pour la forme. Maintenant, deux mots sur la vascularisation. Une artérielle ou une veineuse. Bien pour que vous puissiez retenir. Donc, on a deux artères. Bien sûr, elles sont paires qui vascularisent la thyroïde. Et nous avons une artère, l'artère thyroïdienne moyenne qui n'est pas constante, qu'on va trouver chez 10% de la population. Donc vous gardez en tête qu'il y a deux artères paires, les artères thyroïdiennes supérieures et les artères thyroïdiennes inférieures. L'artère thyroïdienne supérieure dénie l'artère carotide externe, d'accord? L'artère carotide externe. D'ailleurs, celle-ci est la première branche. Il y a les l'artère carotide externe où ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va descendre. Donc vous voyez ici avec l'artère carotide externe. Bon, là c'est très visible la bifurcation parce que c'est l'artère carotide commune. Elle va bifurquer ici. Ça c'est l'artère carotide externe. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle va donner l'artère thyroïdienne supérieure qui va descendre et va se terminer au contact du pôle supérieur de la thyroïde, donc les pôles supérieurs de la thyroïde, en donnant trois branches terminales. Je ne vais pas me concentrer sur les branches. On dit qu'il y a une branche médiale, latérale et postérieure, mais ce que j'aimerais que vous reteniez de faire c'est que l'artère thyroïdienne supérieure, elle va irriguer surtout la partie antéro-supérieure de la thyroïde. Voilà. Surtout la partie antéro-supérieure. Concernant l'artère thyroïdienne inférieure, elle naît du tronc thyrobicervico-scapulaire. Mais c'est une artère qui vient de l'artère subclavière. L'artère subclavière, elle vient de l'aorte. Voilà. Donc c'est une branche collatérale de l'artère subclavière. Elle va donner trois branches, elle aussi. Trois branches terminales, inférieure, médiane et postérieure. Mais ça va surtout irriguer la partie inférieure
تاع la thyroïde. Voilà. وكما قلت هذيك l'artère thyroïdienne médiane qui n'est pas constante, c'est pour 10% de la population. Hadia, elle est responsable de l'irrigation de l'isthme. Donc là, elle est très bien visible. تجي plusieurs artères, mais en général, on dit qu'elle naît du tronc brachiocéphalique. Qu'elle naît du tronc brachiocéphalique. Voilà, et elle va monter vers l'isthme pour l'irriguer. La vascularisation veineuse, donc on voit ici que les veines, elles sont assez satellites finalement des artères. Elles sont satellites des artères. Nous avons 3 veines. Nous avons les veines thyroïdiennes supérieures, moyennes et inférieures. Hamlik, thyroïdienne supérieure, bien sûr, elles vont drainer la partie supérieure de la thyroïde. Moyenne, elles vont drainer la partie moyenne de la thyroïde. Et inférieures, elles vont drainer la partie inférieure de la thyroïde. Les veines thyroïdiennes supérieures se jettent dans le tronc thyrolingofacial qui va vers la veine jugulaire interne. Les veines moyennes elles vont vers la veine jugulaire interne et les veines thyroïdiennes inférieures vont vers les veines brachiocéphaliques. Là, c'est très visible sur le schéma. Ce que vous allez retenir, c'est que les veines supérieures et moyennes elles vont vers la jugulaire interne ou la veine inférieure vers donc le tronc brachiocéphalique. Un mot sur l'histologie. Il faut savoir que l'unité fonctionnelle de la thyroïde, c'est le follicule thyroïdien. هذا le follicule thyroïdien, هذه الدويرة هذه اللي كتشوفوها. هذا هو le follicule thyroïdien. Ça a une forme arrondie ou polygonale, une taille de 20 à 500 microns. C'est quand l'unité fonctionnelle, ça veut dire qu'elle est organisée la thyroïde. Où chaque follicule a une fonction liée à la production d'hormones thyroïdiennes et on verra tout à l'heure que les cellules C, elles vont produire la calcitonine. Voilà, donc 20 à 500 microns. Au centre de ce follicule, on va trouver une substance gélatineuse, la colloïde. Le follicule, il est fait d'une couche, une seule couche de cellules. C'est un épithélium cubique, épithélium cubique simple, avec 2 types de cellules. Donc nous avons les cellules principales. C'est les cellules principales. Et à côté, nous avons les cellules claires ou les cellules C qui sécrètent donc la calcitonine. Voilà ce que vous devez savoir de l'histologie. Faites le cours. Donc cette image ou ce schéma représente ici une cellule folliculaire, une cellule thyroïdienne avec la cellule principale. Voilà, je vous qu'il y a 2 pôles. Là, nous avons le pôle basal ou le pôle apical. Le pôle basal est les vaisseaux. Ici, nous avons un vaisseau. Ou le pôle apical est la colloïde, la substance gélatineuse, la colloïde. Là, je vais vous dire que le pôle basal, le pôle apical, c'est clair. Très bien. C'est très importante, la thyroglobuline. La thyroglobuline, c'est une glycoprotéine qui est synthétisée dans la cellule folliculaire. Elle est sécrétée dans la colloïde. La thyroglobuline, on le verra, elle représente une sorte de réservoir des cellules thyroïdiennes. D'ailleurs, les hormones thyroïdiennes. D'ailleurs, la glande thyroïde, elle est très particulière parce que c'est la seule glande qui stocke ces hormones inactives en dehors de ces cellules. On le verra tout à l'heure, ce sera dans la colloïde, donc liée à la thyroglobuline. Donc la première étape de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, c'est d'abord l'entrée d'iodure, les OI-, dans la cellule folliculaire. Et ça se fait grâce à un sympore
au niveau de la membrane basale اللي يدخل لي 2 sodium et un I-, donc وحده iodure. وهذاك الI- يخرج لي من la cellule folliculaire باش يروح dans la colloïde grâce à un transporteur osmo pendrine et en même temps il يدخل لي un Cl- dans la cellule folliculaire pour garder une charge neutre. Voilà, donc maintenant que un des I- dans la colloïde, la prochaine étape ça va être l'organification ou ce qu'on appelle l'oxydation de l'iodure. Donc on le voit ici, l'oxydation de l'iodure se fait grâce à la thyroperoxydase et on obtient de l'iode. L'iode sera ensuite attaché à des résidus tyrosine qu'on trouve tout simplement au niveau de la thyroglobuline, la molécule de thyroglobuline. Quand on attache iode واحد, une tyrosine, il y a ce qu'on appelle monoiodotyrosine, MIT. Et lorsque j'attache 2 iodes à une tyrosine, on a dit une diiodotyrosine, yani DIT. Donc voilà, si j'attache un seul iode, on a dit monoiodotyrosine, et si j'attache 2 iodes, on a dit diiodotyrosine DIT. Maintenant, les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes vont se former quand je lie les deux. Alors, soit je vais lier واحد monoiodotyrosine مع diiodotyrosine et donc il y a T3 ou alors 2 diiodotyrosine ou il y a T4. Toujours, elles sont toujours liées à la thyroglobuline et la liaison entre monoiodotyrosine et diiodotyrosine, elle se fait encore une fois grâce à la thyroperoxydase. Une fois que la cellule thyroïdienne est prête à sécréter les hormones thyroïdiennes, la thyroglobuline attachée aux hormones sera endocytée dans une vésicule et va fusionner avec un lysosome qui se trouve dans la cellule folliculaire. Les lysosomes font des protéases. Les protéases vont cliver la thyroglobuline et libérer les hormones thyroïdiennes T3 et T4. Ou T3 et T4, grâce à un transporteur qui se trouve au niveau de la membrane basale, elles vont passer dans le sang. Le transporteur osmo MCT. Une fois au niveau de la circulation générale, T3 et T4 se lient à des protéines dont la plus importante est la TBP, yani Thyroid Binding Protein. Seulement 0,03% de la T4 et 0,3% de la T3 sont libres dans le sang. C'est la forme active parce que la forme liée aux protéines n'est pas une forme active. Elle ne va pas donc agir sur les tissus cibles. C'est la forme libre qui sera active. Et aussi, soit dit en passant, il faut savoir que la T3, elle est plus active que la T4. Ça nomme la demi-vie kif kif. La demi-vie la T3, c'est de 1 à 2 jours, alors que la T4, c'est de 6 à 7 jours. Une fois à l'intérieur de la cellule cible, T4 est converti en T3 par l'enzyme thyroxine 5' désionase. Donc n'oubliez pas, pour qu'elle puisse agir, il faut qu'elle soit convertie en T3. Et l'enzyme qui convertit la T4, ici la thyroxine 5' désionase. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais la T4 est thyroxine. Et la T3, la triiodothyronine. La T4 est la thyroxine et la T3 est la triiodothyronine. La T4 est aussi appelée tétraiodothyronine. Cette image montre l'action des hormones thyroïdiennes, mais plus précisément de la T3, dans la cellule cible. Comme je l'ai dit, une fois que les hormones thyroïdiennes, alors la T4 va être convertie en T3 et des récepteurs, les hormones thyroïdiennes nucléaires, des récepteurs
nucléaire, nucléaire par rapport à l'ADN. Donc c'est ce que vous voyez ici en marron beige. D'accord? Alors, admettons que ma les hormones thyroïdiennes. Le récepteur a un co-répresseur. D'ailleurs, le co-répresseur. Lorsqu'il est lié au récepteur des hormones thyroïdiennes, il n'y a pas de transcription. La transcription ma cache. Alors que kikoun hormone thyroïdienne, donc la T3, avec le co-répresseur, il va se détacher du récepteur de l'hormone thyroïde et du plasto un co-activateur qui va activer la transcription. Je parle de l'action de l'hormone thyroïdienne en intracellulaire et plus précisément le récepteur TAHA nucléaire. Et qui sera la transcription, ça va permettre d'accélérer le métabolisme de base de la cellule. On passe maintenant à la régulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire thyroïde-effecteur parce que de toute manière, toute hormone, toute production d'hormones est régulée la production de la quantité adéquate. ماشي بزاف وماشي شوية. كيما شفنا في les vidéos اللي من قبل, l'hypothalamus permet de sécréter l'hormone اسمها TRH, Thyroid Releasing Hormone, qui va agir sur l'antéhypophyse pour la stimuler à sécréter la TSH. Où la TSH, elle va agir sur la thyroïde. D'ailleurs, la TSH va intervenir dans chaque étape de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes et elle a même un rôle trophique. Elle a la thyroïde, maintenant elle permet la croissance de la glande thyroïde. Au moment de la thyroïde, elle va sécréter ces hormones thyroïdiennes qui vont elles-mêmes agir sur les effecteurs, et sur les tissus cibles. Mais à différents niveaux, il va y avoir un rétrocontrôle négatif. Donc, ici, les hormones thyroïdiennes agissent sur l'antéhypophyse et sur l'hypothalamus pour leur dire de limiter leur production lorsqu'il y a une quantité adéquate d'hormones thyroïdiennes. Et on a aussi la TSH qui agit sur l'hypothalamus. Trop l'eau, il y en a suffisamment, arrête de synthétiser de la TRH. Voilà, bien sûr, vous avez compris, ce qui est en vert c'est pour stimuler, ce qui est en rouge ça représente l'inhibition. C'est pour ça que je parle de rétrocontrôle négatif. Les effets physiologiques des hormones thyroïdiennes. Il faut savoir que les hormones thyroïdiennes vont agir sur divers tissus cibles. C'est pour cela que lorsqu'il y a des dysthyroïdies, des atteintes à la thyroïde, on a des symptômes variés. Et c'est pour cela aussi que le diagnostic des dysthyroïdies est vraiment difficile et des fois les patients sont diagnostiqués en retard. Ou là plutôt un âge plutôt avancé. Donc on va commencer les hormones thyroïdiennes par l'intermédiaire de la liaison de la T3 à son récepteur nucléaire qui produisent des effets multiples. Par exemple, les hormones thyroïdiennes ont un effet sur l'appareil cardiovasculaire, ils ont vasodilatation, mais surtout ils augmentent la contractilité et donc la fréquence cardiaque. Et lorsqu'on augmente la fréquence cardiaque, on augmente aussi le débit cardiaque parce que je le rappelle, le débit cardiaque dépend de la fréquence cardiaque et des résistances vasculaires. L'effet sur le système nerveux, par exemple, une maturation du système nerveux chez le fœtus et ça favorise la production de myéline. Aussi, elle favorise l'augmentation du remodelage osseux au profit de l'ostéoclasie et elles permettent la croissance osseuse. Alors, elles permettent la croissance osseuse pour la période fœtale, en favorisant l'ossification épiphysaire, mais aussi, moins de la période fœtale, en synergie avec l'hormone de croissance. Les hormones thyroïdiennes ont un effet important à le métabolisme. Par exemple, ça augmente la glycémie par stimulation de la néoglycogénèse et de la glycogénolyse. C'est pour ça, les hyperthyroïdiens, on peut avoir
un diabète. ماشي وحده ما يديروا diabète, mais elle favorise la survenue du diabète ou l'hypothyroïdie, plutôt l'hypoglycémie. Sur le métabolisme lipidique, ça a un effet assez complexe parce que ça stimule la synthèse quand on a des concentrations physiologiques normales, alors que ça va plutôt inhiber aux concentrations élevées, lorsqu'on a des concentrations élevées d'hormones thyroïdiennes. C'est pour cela que les hypothyroïdiens, on va avoir plutôt une maigreur et une fonte des graisses de réserve. Ils vont perdre du poids, alors que l'hypothyroïdie, au contraire, il faut une augmentation du taux plasmatique de cholestérol. Et c'est pour cela aussi qu'on trouve des patients et surtout des patientes utiliser et prendre des hormones thyroïdiennes de synthèse, alors qu'elles ont hypothyroïdie dans le but de maigrir. Bien sûr, c'est à ne pas faire. Alors, effet biologique des hormones thyroïdiennes, on va parler de la thermogénèse. Donc, les hormones thyroïdiennes augmentent l'oxydation mitochondriale et la consommation d'oxygène. Ça augmente le métabolisme de base, comme je l'ai déjà dit. Et donc, ça augmente la production de chaleur. Ils produisent plus de chaleur. À la BH, les hyperthyroïdiens ont une sorte de thermophobie. Et d'ailleurs, la température corporelle faut une sudation, alors que les endromes hypothyroïdiens vont plutôt souffrir de frilosité. Ils vont être frileux et ils sont plus belbert. Voilà, donc j'ai cité brièvement les effets des hormones thyroïdiennes, mais vraiment des effets divers. Consultez votre cours. Concernant maintenant les troubles thyroïdiens, il y a deux troubles thyroïdiens essentiels, l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. On va commencer, et soit dit en passant, c'est la maladie, la pathologie endocrinienne la plus fréquente. L'hypothyroïdie est toute diminution, tu as le taux d'hormones thyroïdiennes dans le sang, quelle que soit la cause. On parle d'hypothyroïdie lorsque le taux d'hormones thyroïdiennes T3 et T4 est abaissé dans le sang. Alors, les symptômes sont vraiment divers. Oui, par exemple, une baisse de l'énergie, un besoin de dormir, donc de la fatigue, prise de poids. La prise de poids est due à la diminution de la lipogénèse et donc un ralentissement du métabolisme. Et aussi, à la gel, il y a une sorte de myxœdème. Le myxœdème, les BH, il y a une prise de poids. Et les patients souffrant d'hypothyroïdie, ils vont avoir une peau sèche. D'ailleurs, je le rappelle, et aussi, les hypothyroïdiens ont une chute de cheveux et une pousse les poils moins importantes que la normale, parce que les hormones thyroïdiennes sont aussi impliquées dans tout ce qui est les fanères, dans les poils, etc. Et ça entraîne aussi un assèchement de la peau, des cheveux secs et cassants, possible des douleurs musculaires, des crampes, rétention d'eau, il va y avoir surtout un myxœdème, et sensibilité accrue au froid, à la thermogénèse qui va diminuer. L'hyperthyroïdie, au contraire, on va trouver l'inverse, donc une perte de poids inexpliquée parce que le métabolisme est trop accéléré, une tachycardie, alors que les hypothyroïdiens vont avoir une bradycardie, une intolérance à la chaleur, à la thermogénèse lipide, une insomnie parce que ça agit aussi sur le système nerveux central, ça entraîne une sorte d'excitabilité, d'irritabilité, de nervosité, d'anxiété. Et les hormones thyroïdiennes agissent aussi sur tout ce qui est motilité intestinale, donc ça va accélérer la motilité intestinale et on va avoir de la diarrhée. Au contraire, l'hypothyroïdie, des constipations. Donc, comme les effets sont vraiment nombreux, donc il va falloir essayer de retenir tout ça. Quelles sont les causes des troubles thyroïdiens? Il faut savoir qu'une hypothyroïdie, qui m'a une hyperthyroïdie, peut être centrale ou là au contraire
périphérique. Central يسموها secondaire ou périphérique يسموها primaire. Des taux ABC d'hormones thyroïdiennes تقدر تكون de cause primitive, primaire, يعني le problème c'est au niveau de la thyroïde. Alors ce problème ça peut être par exemple la thyroïdite d'Hashimoto qui est une maladie auto-immune. Maintenant des auto-anticorps attaquent la thyroïde et elle se met à produire moins d'hormones thyroïdiennes. Ou là ça peut être par exemple un apport insuffisant d'iode. Actuellement en Algérie c'est plus le cas. On ne peut pas, donc c'est très rare qu'on ait un nombre des carences d'iode parce que le sel de table il contient de l'iode. Voilà, donc là on parle d'hypothyroïdie primaire. Secondaire, elle n'est pas due à une atteinte de la thyroïde, mais c'est plutôt central, d'accord? Et donc c'est un problème soit hypophysaire, soit au niveau de l'hypothalamus. Alors, lorsqu'on a une atteinte primaire, on va avoir des taux de TSH élevés. LH. Parce que l'hypophyse, elle aura l'impression qu'il n'y a pas assez, et c'est vrai, il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes. Et donc, elle va augmenter sa sécrétion de TSH pour stimuler encore plus la thyroïde à sécréter des hormones thyroïdiennes, sauf qu'elle en est incapable. Donc, chez les personnes qui ont des hypothyroïdies primaires, la TSH sera élevée. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Alors que qui qu'on a une hypothyroïdie secondaire, le problème il est central. Donc la TSH elle va être abaissée et bien sûr T3 et T4 pareil, ils vont être abaissés, mais on peut avoir des taux de TSH, un taux de TSH normal. Pareil, des taux élevés de T3, T4, ça peut être dû à une maladie, soit de la thyroïde, soit c'est central. Lorsque c'est primaire, c'est souvent la maladie de base d'eau. La maladie de base d'eau est elle aussi une maladie auto-immune. Lorsque l'hyperthyroïdie est primaire, la TSH va être abaissée. Et encore une fois, c'est normal parce que l'hypophyse, elle va recevoir un message comme quoi qu'il y a une bzef les hormones thyroïdiennes. Donc, نقص sa production de TSH, باش نقص la production d'hormones thyroïdiennes. Sauf qu'il y a un problème au niveau de la thyroïde, les taux de T3, T4 vont rester élevés. Alors que lorsque l'origine est plutôt centrale, le taux de TSH va être élevé et c'est comme ça qu'on fera le diagnostic. Voilà pour le cours de la physiologie de la glande thyroïde. J'espère que ça a été bénéfique. Il y a des questions, vous les posez en commentaire. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.